à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Les cimetières d'EDEA de moins en moins sollicités pour les enterrements. La population préfère les domiciles et les terrains ne disposant pas de titre foncier, un phénomène qui se développe en marge de la réglementation en vigueur. Le numéro vert 1508, institué pour lutter contre la fraude commerciale, commence à porter des fruits. Un important stock de denrées alimentaires a été détruit à la décharge de Nkolfoulou par le ministère du Commerce. Le dialogue national des organisations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest refusent de participer au grand dialogue pendant que des propositions continuent d'affluer des régions du Nord et du littoral pour la fin de la crise anglophone. Et puis en sport, la mission d'inspection de la CAF était à Douala ce samedi pour visiter les chantiers du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Leurs impressions sont à suivre dans ce journal. Voilà pour la une. Merci de rester sur Canal 2 International. On ouvre avec ce nouveau cas d'interpellation de malfrats survenu à Bouddha dans les Bamboutos. Il s'agit d'un gang qui semait la terreur dans les quartiers à travers des agressions et des cambriolages. Maintenant que le gang est tombé dans la nasse des éléments des forces de l'ordre, un soulagement est perceptible chez la population. Le reportage de Lil Piedjou et Marion Tskassa. Un ouf de soulagement pour les populations de Bouddha dans la région de l'ouest du Cameroun. Elles peuvent désormais avoir le sommeil profond. Un présumé gang de malfrats, à l'origine de cambriolages et agressions, vient d'être neutralisé par l'adjudant-chef Lachele Sébastien et ses éléments après une véritable chasse à l'homme. Ces trois présumés malfrats sont âgés entre 25 et 35 ans. J'ai volé plusieurs fois, j'ai creusé plusieurs maisons abandonnées. Plusieurs fois. Tu creusais les maisons abandonnées? Non. J'ai creusé la maison abandonnée, je cherche, j'ai creusé ça parce que j'avais un but, je cherchais quelque chose. Et c'est dans l'une des pièces de cette concession au quartier Bamesingé, au lieu dit marché d'Ignam, que ces derniers menaient leur opération sans s'imaginer que les forces de l'ordre vont siffler la fin de la récréation. Après plusieurs séances de questions-réponses, ces derniers finiront par dévoiler le lieu où se trouve l'arsenal de travail. Au quartier lycée Bloc 2, dans le domicile d'un certain Chofo alias Yangami, 2 fusils de chasse, un pistolet de fabrication artisanale ont été saisis. Comme ça, c'est Gilles qui m'avait donné les armes. Donc, il avait dit que c'est les armes de son papa qui étaient morts. Il y avait quelqu'un qui était au village, il a dit qu'il n'est pas donné, on les panne. Oui. Je n'ai jamais volé avec Gilles. Tu as volé avec qui? Personne. Mais tu voles souvent, non? Non, lui, quand il a quelque chose, il me paye, il vient prendre pour vendre. Ces trois présumés malfrats, tous des repris de justice, répondront de leurs actes devant le procureur de la République. On disait en titre, les cimetières sont de moins en moins sollicités par les populations d'EDEA. Elles préfèrent enterrer leurs morts dans les concessions familiales ou encore des terrains sans titre foncier. Un phénomène qui ignore la réglementation en vigueur. Suivons plutôt le reportage de Christian Bog, notre correspondant. Autrefois, les cimetières étaient considérés comme les lieux mystiques et invivables. De nos jours, les populations ne cachent plus leur plaisir à cohabiter au quotidien avec ces sépulcres. Nous sommes déjà habitués. On ne peut pas fuir les morts sont les morts. L'enfant ne va pas avoir peur de passer à le tombeau à qu'on devrait au cimetière. Nous sommes les chrétiens, donc ça ne nous dérange pas. On n'a jamais eu quelque chose que ça, comme je comprends les gens que les fantômes sortent. On n'a pas ce... D'après le chef des services d'hygiène et salubrité de la communauté urbaine d'EDEA, les populations ne respectent plus les règles en la matière. Ce que je peux souligner des difficultés, je l'ai déjà fait part même aux autorités compétentes de la ville de Titafa-la-Maritime, où il y a un civisme grandissant dans la ville d'EDEA. Des campagnes de sensibilisation sont menées toujours par mon équipe
Et on se rend compte que des gens ou des populations transforment même à la limite des quartiers, leur domicile même en cimetière. C'est-à-dire que des gens inhument des corps sans autorisation préalable de l'événement, même dans les terrains qui ne sont pas titrés, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Au regard de la loi, inhumer une dépouille mortière en ville respecte une procédure. Que d'enterrer un corps à domicile, il faut au préalable avoir un titre foncier qui ne donne d'ailleurs pas l'autorisation d'inhumer. Il faut néanmoins demander l'autorisation auprès du délégué du gouvernement avec qui il faut constituer un dossier qui est accompagné d'un titre foncier. En attendant, les mesures seront prises contre les contrevenants. Sur les 6 cimetières que compte la ville d'Idéa, la communauté urbaine ne dispose qu'un seul. Quittons la Sanaga maritime pour le Fundi. L'opération Yaoundé Ville Propre, lancée récemment par le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kétia-Cortès, connaît un coup d'accélérateur. Premiers actes ce jour au marché Koldongo, dit marché de la viande de brousse. C'était sous les regards de Rodrigue Tonguet et Constant Kamga. 7 octobre, c'est bientôt demain. Yaoundé abritera les assises d'ONU Habitat en cette journée internationale de l'habitat. Sur place, la campagne Ville Propre lancée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'accélère. Ramener les élus locaux qui ont la charge de l'hygiène et salubrité à s'engager. Avec le concours de l'édile de Yaoundé 4 justement, le premier engagement vient d'ici à Ekounou, Kondenguine, Kondongon, Komo et autres. Les populations désormais armées pour décurer les rigoles, les voies d'accès des marchés, grâce à ce matériel acquis sur fonds communal de l'arrondissement, au grand bonheur du sous-préfet. Dans le cadre de cette hygiène et salubrité, il était d'un devoir agréable pour moi de venir accompagner. Mais aussi des commerçants eux-mêmes. Nous allons toujours garder les environs, les coins de ce marché propre. Une semaine que la commune a suivi la campagne d'hygiène et de salubrité lancée par le ministre Kétia-Cortès. Avant cette grande rencontre de la journée mondiale de l'habitat, gagner en automatisme. Comment est-ce qu'il faut faire qu'on commence quelque part pour que notre ville d'abord, Yaoundé, soit propre. Ensuite, cet exemple pilote devra être répercuté sur les autres villes. Les populations ont exprimé le besoin en matériel pour que le travail effectué soit mis en œuvre sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai tenu à venir leur donner ce matériel. Promesse tenue ici, ce samedi. Les autres communes de Yaoundé signalent qu'elles prennent bientôt le train de la campagne Ville Propre. Une importante quantité d'aliments issus de la fraude a été saisie hier à Yaoundé. Des denrées révélées impropres à la consommation qui ont été transportées puis détruites à la décharge de Nkolfoulou par le ministère du Commerce. L'action est l'un des premiers effets du numéro vert 1508 institué cette semaine pour lutter contre la fraude commerciale. Le reportage de Constant Kamga. Une fois de plus, le ministre du Commerce, Magloire Baga Tangana, procède à l'opération de destruction publique des produits néfastes pour la consommation de l'homme. 25 tonnes de cirage, biscuits, chocolat, huile raffinée, couches jetables sont détruites au siège de l'entreprise Isakam à Kolfoulou dans la ville de Yaoundé. Ces aliments saisis il y a quelques jours grâce au 1502, numéro d'utilité publique lancé par le ministre du Commerce. C'est un numéro qui est destiné au grand public pour dénoncer tous les abus ou encore les mauvaises pratiques commerciales. La cargaison détruite contient également des produits avariés saisis depuis de nombreux mois dans la capitale camerounaise par les éléments de la brigade nationale. Magloire Baga Tangana lance un message d'avertissement à ceux qui refusent de s'arrimer aux normes. Un avertissement que nous envoyons à l'adresse de ceux-là qui se prétendent opérateurs économiques commerçants et qui en réalité sont des vendeurs de mort, des agents de la mort qui empoisonnent, qui tuent les Camerounais. Pour leur dire que autant ils pouvaient avoir quelques facilités pour se cacher, pour ne pas se faire prendre.
Autant aujourd'hui avec le numéro d'utilité publique, le 1502, me permet d'insister, chacun doit s'approprier, tous les Camerounais, tous les consommateurs doivent s'approprier ce numéro 1502. Le combat contre les aliments néfastes à la consommation, le ministre du Commerce le mène au quotidien, mais alors sans relâche. Certaines organisations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest refusent de participer au grand dialogue national. Dans les lettres adressées au chef du gouvernement et au secrétaire général des Nations Unies, la Southern Cameroon Civil Society Consortium dit ne pas pouvoir prendre part à ce rendez-vous. D'autres lettres adressées aux autorités demandent des explications sur l'incendie de la chefferie Bafut dans le Nord-Ouest. Bran Kamga nous fait l'économie de ces documents. Invité au grand dialogue national, la Southern Cameroon Civil Society Consortium décline l'offre de Joseph Diongouté pour 4 raisons. Vice de procédure, non-libération de Ayouk Tabé et compagnie, la partialité du Premier ministre modérateur du dit conflit et l'agenda conçu uniquement par Paul Biya qui refuse tout débat sur la forme de l'État. C'est la substance de la lettre signée le 27 septembre 2019 par John Bah Akuro, président du consortium. Depuis la prison centrale de Yaoundé, Sisikou Ayouk Tabé, toujours en date du vendredi 27 septembre, attire l'attention de la presse nationale et internationale sur l'invitation de Marc Barreta et Aïvo Tapan au grand dialogue national, alors qu'ils sont attendus au tribunal militaire de Yaoundé pour sécession le 2 octobre et donc pendant les travaux du dit dialogue. Une invitation perçue comme une insulte à l'endroit du peuple du Southern Cameroun. Le vice-président de la République virtuelle d'Ambazonie, dans une annonce le 26 septembre, reconnaît bel et bien comme le porte-parole au dialogue national D. Cohen. Son nom ne figure nulle part dans la liste des invités. Le 17 septembre, Ayouk Tabé, président de la République virtuelle d'Ambazonie, écrivait au secrétaire général des Nations Unies sur l'urgence d'une intervention au Cameroun pour mettre fin à ce qu'il appelle génocide et les conflits armés dans le Southern Cameroun. Le chef des Bafut dans le nord-ouest Cameroun, Chief Aboumbitou, a également saisi les organisations internationales ainsi que le gouvernement camerounais sur les exactions des éléments du bataillon d'intervention rapide en date du 24 septembre dernier. Fon Aboumbitou parle de la destruction du palais royal patrimoine de l'UNESCO, la torture des femmes et enfants et le saccage des biens précieux de la chefferie Bafut. Dans la région du Nord, on se prépare pour le dialogue national qui démarre lundi prochain. Des propositions ont été faites par les différentes couches sociales de cette partie du Cameroun afin que ce dialogue aboutisse à la fin de la crise anglophone. Et on en parle avec Lille Pijou. Elle a également son mot à dire dans le grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé, la région du Nord. Les habitants de cette partie du pays saluent l'appel au dialogue du chef de l'État. Le grand dialogue national intervient dans un contexte assez particulier marqué par la crise dans les zones anglophones et la crise post-électorale. Et l'objet de la convocation justement de ce grand dialogue national porte sur cette crise dans les zones anglophones. Néanmoins, ça n'exclut pas que ce soit également un grand moment de la vie de notre pays pour débattre des problèmes périphériques. Espérons que ce dialogue permettrait à ce que les différentes thématiques qui nous préoccupent, telles que l'implication de la jeunesse dans le sphère politique, c'est-à-dire le renouvellement du chéquier politique, ça va beaucoup nous permettre de nous impliquer de cette donne. 3 ans de crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est trop. Il faut vraiment prendre en compte toutes les propositions qui vont dans le sens de l'apaisement. Nous avons souhaité, et le président a convoqué ce grand dialogue pour essayer de voir comment remédier à la paix et à la concorde nationale. Le Nord-Ouest du Sud-Ouest a beaucoup souffert. Et je voudrais dire que ce peuple, ce grand peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'il aille à Yaoundé avec une idée en tête, c'est-à-dire ramener la paix au Cameroun. Ces habitants de la région du Nord espèrent tout simplement que leur modeste contribution sera prise en compte pour un pays uni.
de se rendre au dialogue national, le président départemental du Conseil national des jeunes du Cameroun pour le Mungo a rassemblé les jeunes de Banga. C'était dans l'objectif de recueillir leurs propositions pour la résolution de la crise anglophone. Compte rendu des échanges avec Aïssatou Adjoumi et Luciano Djako. En prélude du grand dialogue national initié par le président de la République du Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement a personnellement confirmé la participation des jeunes à ce dialogue. À cet effet, s'est tenue hier, 27 septembre 2019, dans la localité de Banga, une conférence dans la salle des actes de la mairie avec le président du Conseil national des jeunes du Cameroun pour le Mungo. Nous avons énuméré entre autres la certification des métiers, le pan majeur un pan majeur qui sera mis sur l'agriculture pour, n'est-ce pas, impulser le développement total du Cameroun. Et entre autres le problème foncier au niveau du département du Mungo. Les détails ont été contenus dans la motion que nous allons adresser à M. le Premier ministre du gouvernement, en espérant que Dieu touchera le cœur, n'est-ce pas, de tous ceux qui vont participer à ce dialogue et on va pouvoir en tirer quelque chose de meilleur pour régler définitivement les problèmes de la jeunesse de façon générale et spécifique pour le Mungo, mais aussi le problème de la crise anglophone. Des jeunes de cette localité caressent le vœu que ce dialogue apporte des solutions à leurs problèmes. Il faut le fédéralisme à 10 États au Cameroun. Et ensuite, nous se rendons compte que depuis 1996, on parle de la décentralisation, mais c'est toujours inaperçu. Donc le fédéralisme, je crois, avec son application totale, le Cameroun serait un pays meilleur. D'autres encore posent le problème du non-financement des projets qu'ils portent. Le gouvernement ne fait pas entièrement confiance aux jeunes Camerounais qui sont porteurs de projets, qui ont des talents. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets réalisables, mais malheureusement n'ont pas d'accompagnement, n'ont pas de financement. Ces jeunes du département du Mungo n'ont qu'un seul espoir, être entendus et avoir des solutions aux sorties de ce grand dialogue national. Campagne de la Journée internationale de la femme 2020, le concours pour la meilleure maquette a été lancé. Près de 900 maquettes ont été dépouillées par le comité d'organisation qui voit en ces chiffres un regain d'intérêt pour ce tissu confectionné pour valoriser la femme. Maëva Nunga, Samuel Bonis. C'est dans la salle des réunions de la mairie de Kekem que les directeurs des écoles primaires de cette unité ont été conviés afin de recevoir le paquet minimum de l'État destiné à la formation des enfants. Contrôlé par le maire Le Massi Bonaventure, ces paquets constitués de cahiers, livres, boîtes de craie, règles, seaux, roues, brouettes, tables-bancs et tricycles pour les enseignants handicapés ont été bien réceptionnés par les enseignants qui déplorent néanmoins le retard observé dans leur distribution. Même comme il y a eu le retard, nous allons utiliser ce paquet minimum à bon escient. Ce paquet arrive à pic, franchement, parce que déjà un mois de cours, on était déjà essoufflés, puisque c'est les parents qui devaient faire l'essentiel pour commencer. J'ai commencé la rentrée avec l'aide des parents. Les parents m'ont soutenu pour démarrer mon année scolaire. Et néanmoins, le paquet minimum est arrivé pour nous soutenir encore très grandement. Pour André Tayanou, sous-préfet de Kekem, cet outil doit être utilisé à bon escient en faveur des enfants. Il vient à ces directeurs d'école de former cette jeunesse qui prendra la relève demain. Formation intégrale, leur inculquer les valeurs morales, les valeurs patriotiques, pour que le vivre ensemble, le chef d'État devienne une réalité dans tous les fins fonds de village et l'intégration nationale. Notons pour le déplorer que depuis la rentrée, ce sont les parents qui se sont mobilisés pour les premières nécessités des enseignants. Cependant, après distribution de ces paquets, divers moyens ont été utilisés pour leur acheminement dans les écoles, où les directeurs invitent le gouvernement à souvent mettre à disposition ce matériel à temps pour un bon démarrage des cours. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. On poursuit avec l'actualité économique. Sauver le bétail, la volaille et les ressources halieutiques pour améliorer des vies en Afrique centrale. Objectif visé par la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, une agence d'exécution de la SEMAC à travers une rencontre tenue ce 28 septembre à Douala. Réunion au cours de laquelle des priorités pour l'exercice 2020 ont été dégagées. Moulina aussi Fosso, Henri Chinda. Quête de pagne, à la fois singulière et diversifiée, toutes proposées en vue de rehausser
Optimiser les rendements de l'agriculture, du bétail et des ressources halieutiques avec l'appui de la CBVIRA. Entendez, Commission économique du bétail et de la viande, en tenant le 9e conseil de direction de cet organe d'exécution de la CEMAC, les représentants des pays membres ont réitéré à Douala l'ambition de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Un secteur pourvoyeur de richesses. Le pastoralisme constitué de la transhumance permet la couverture des besoins à 94% de besoins en zone CEMAC. Donc nous avons trouvé un intérêt, n'est-ce pas, à ce que de plus en plus la CBVIRA se penche, n'est-ce pas, dans cette question qu'est la transhumance, parce que en matière de viande bovine, c'est la principale source d'approvisionnement de toute la région. Nous pouvons vous rassurer que l'Afrique centrale importe de très peu de viande bovine. La viande, le bétail et les ressources halieutiques sont en baisse en Afrique centrale du fait de l'insécurité ambiante qui induit la sécheresse financière et l'immigration des jeunes. Pour atteindre leurs objectifs, la CBVIRA a opté pour la mobilisation des fonds auprès des partenaires, à l'instar de la Banque africaine de développement et l'Union européenne. 80 jusqu'à aujourd'hui. Il était, bon, son parcours était quoi? C'était d'abord une institution autonome, au temps de l'ODEAC, après institution spécialisée, et depuis 2013, avec la conférence des chefs d'État, sommet des chefs d'État à Libreville 2015, était devenu un agent d'exécution au sein de la CEMAC. Le conseil de direction de la CBVIRA est l'instance supérieure de décision des orientations stratégiques et politiques dans les domaines de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture dans la CEMAC. La Journée internationale de la femme 2020 se prépare déjà. Le concours pour la meilleure maquette a été lancé. Près de 900 maquettes ont été dépouillées par le comité d'organisation. Et on en parle avec Maëva Nunga et Samuel Bonis. Maquettes de pagne, à la fois singulières et diversifiées, toutes proposées en vue de rehausser la femme à l'occasion de la célébration du 8 mars, fête à elle consacrée. Le comité d'organisation du concours pour la meilleure maquette procède au dépouillement des prototypes inspirés de tous les bords. On note d'ailleurs une augmentation du taux de participation à ce concours. Cette année, nous avons reçu 899 propositions de maquettes. L'année dernière, à la même occasion, nous n'en avions que 272. Département ministériel, représentants de la société civile, stylistes et modélistes sont à l'œuvre depuis le 24 juin 2019, date de lancement du concours. Leur chef-d'œuvre, ils l'ont conçu sur la base de critères retenus par le comité d'organisation. Il y a la créativité qui est notée, le fond du dessin, la mise en valeur de la femme, les messages proposés et puis les couleurs. L'équipe procède déjà à l'examen des maquettes ici dévoilées. Une autre sélection plus rigoureuse permettra de déterminer les 10 maquettes favorites. Au terme de ce dépouillement, nous retiendrons 10 maquettes pour en faire une compile de la maquette de l'édition que nous aurons. Nous partirons du thème. Nous nous inspirerons de l'actualité pour le pagne définitif. Les résultats du comité sont alors attendus dans les prochains jours et le pagne du 8 mars entre en confection d'ici le mois de décembre. La gendarmerie nationale tient son corps d'élite pour combattre les terroristes. Près d'une cinquantaine d'éléments du groupement polyvalent d'intervention qui vient d'achever 3 mois de formation intense à Bankomo. Une formation conduite par des instructeurs chevronnés américains. Alain Gislain Konga, Serge Alain Zivou. Voici le corps d'élite antiterroriste de la gendarmerie nationale. Ces 48 personnels de peloton SWAT du groupement polyvalent d'intervention sont passés par la phase de présélection, de la formation et du durcissement. Ce groupe de commandos est apte à marquer la différence en cas d'incidence majeure liée au terrorisme et au grand banditisme. Ces commandos, équipés du matériel de pointe, ont subi 3 mois de formation rude, ici à la caserne de Bankomo, sous l'encadrement des instructeurs américains. Une formation couronnée ce 27 septembre en présence du général de brigade
Daniel Elokobi, représentant du secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. Vous ne pouvez mener efficacement vos missions que si vous adoptez la discipline d'éthique et la déontologie de l'âme, la rectitude morale et le souci du travail bien fait. Je vous mets donc face à vos responsabilités à travers ces rappels qui doivent guider votre action sur le terrain. En votre qualité de commando antiterroriste, ne perdez jamais de vue que l'image et la crédibilité de la gendarmerie nationale sont engagées à travers vos actions. C'est l'aboutissement d'un projet mis sur pied en 2017 et qui est la résultante d'un partenariat entre le Cameroun et les États. Les acteurs du secteur touriste du département de l'Amvila font face à de nombreuses difficultés. Une rencontre a été organisée à cet effet à Ebolova et on en parle avec notre correspondant Ambroise Foguet. S'il faut, à partir de maintenant, payer les taxes, les prélèvements et ne pas être accompagné, j'ai bien peur que dans le département de l'Amvila, que le tourisme meure avant d'être né. Le tourisme et les loisirs. On parle ici de 3,1% du produit intérieur brut mondial, de 9,8% de participation à son économie, avec 274 millions de postes d'emploi, soit une contribution de 9%. Au Cameroun, malgré les grandes éventualités qu'il offre, ce secteur creusé de richesses peine à décoller. On s'est rendu compte que les gens se lancent dans le domaine du tourisme sans être formés au préalable. La délégation départementale du tourisme et des loisirs de l'Amvila, on a grand espoir que le 27 septembre, date de la 40e journée dédiée pour fêter ce secteur, va marquer un échelon important pour le tourisme. Les promoteurs, nous n'allons pas dire qu'ils se plaignent, mais les promoteurs font état de ce que ces différents sectoriels qui interviennent, le commerce, les impôts, le travail, le Minefop, l'environnement, j'en oublie certainement, posent des problèmes. C'est un processus collaboratif en fait, pour analyser de façon froide quels sont les goulots d'étranglement. Des goulots d'étranglement, ce n'est pas ce qui manque, avec l'intervention de moins 12 sectoriels dans le secteur. Notamment la multitude des contrôles des différents services administratifs et parfois d'autres empiètent dans les compétences des autres. Je crois qu'avec ce séminaire, nous serons vraiment aguerris et avertis. Comment donc permettre à ces activités souvent développées en marge du cours normal de la vie de survivre aux décisions contraignantes du législateur de notre pays, pourtant à revenu intermédiaire? Sport à présent, après Yaoundé et Bafoussam, la mission d'inspection de la CAF s'est arrêtée à Douala ce samedi. La délégation qui avait à sa tête le premier vice-président de la CAF, le Congolais Constant Omari, a visité toutes les infrastructures liées à l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Bien que les médias aient été tenus loin, a reçu la consigne de rester à distance, nos reporters ont pu retenir l'essentiel de cette descente. Mac Chouamo, Henri Tina. Contrairement au chronogramme établi, c'est sur le tarmac de la base aérienne de Douala que la délégation de la CAF atterrit ce samedi matin à Douala en provenance de Bafoussam. Constant Omari, premier vice-président de la CAF, accompagné de ses collaborateurs, du ministre des Sports et du gouverneur de la région du Littoral, prennent la direction du complexe de Japoma, un des stades retenus pour la CAN 2021. Hors caméra, la réunion avec les entreprises en charge des travaux à l'intérieur et à l'extérieur du complexe met plus d'une heure. Mais c'est en 15 minutes que ces derniers feront le tour du stade Japoma, visiblement satisfaits. La presse est tenue de rester à bonne distance. Au stade de la réunification de Bipanda, l'heure est toujours aux travaux de la tribune principale et aux finitions externes. Le stade annexe de Bipanda, quant à lui, est déjà opérationnel. Quelques avancées notables sont visibles au stade d'entraînement de Bonamoussadi, où l'entreprise de Constant Moukoko attaque la dernière phase des travaux, vestiaires et lampadaires LCD. C'est le même constat visible au stade Mbapelipe d'Akwa. Comme depuis le début de leur séjour au Cameroun, les inspecteurs de la CAF sont en mode motus, bouche cousue. Ils livreront le rapport de leur visite au comité exécutif de la CAF. En attendant, ces derniers mettent le cap sur Garoua ce dimanche matin avant de quitter le Cameroun lundi. Le géant Lagardère, détenteur des droits du CHAN et de la CAN, les emboîtera le pas ce lundi. Question de peaufiner la mise en place technique
en vue du CHAN à venir. Ils travailleront aussi pendant une semaine avec les entreprises locales qui souhaitent être sponsors du CHAN Cameroun 2020. Par ailleurs, l'on a appris également sur place que le contrat du nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun sera paraphé cette semaine par la Fédération camerounaise de football, le MINSEP et Tony Conchechao. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 20h. Bonne soirée sur Canal 2 International.